Et si le président de la République française en exercice décidait de conserver le pouvoir par la force à la fin de son mandat? Nous sommes en décembre 1851, le 2 décembre, jour anniversaire du couronnement de Napoléon Bonaparte en 1804 et de la victoire d'Austerlitz en 1805. Cette république est la deuxième, le président en titre est Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'empereur Napoléon Ier. On l'appelle le prince-président. Élu lors des élections de décembre 1848, il ne lui reste plus qu'une année de son mandat unique de 4 ans. La Constitution ne lui permet pas de se représenter. Son projet de réforme constitutionnelle, qui lui aurait permis de se porter candidat pour un second mandat, à la fois plus long, de 10 ans, et aux pouvoirs étendus, a bien été approuvé par l'Assemblée, mais par une majorité trop faible pour être adopté. Louis-Napoléon, qui avait, jusqu'à son élection, beaucoup vécu d'expédients, a pris goût au luxe princier que son traitement de président lui autorise. Il est vrai qu'à sa demande, l'Assemblée l'a augmenté par 2 fois déjà, passant de 600 000 francs annuels à 2,16 millions de francs, quand un ouvrier gagne entre 600 et 900 francs par an. L'extinction du paupérisme, mise en pratique pour lui-même, en quelque sorte. L'Assemblée lui refusera une 3e augmentation. Il réclamait près de 4 millions par an, lui montrant ainsi sa défiance pour cette déviance du régime républicain. Cette même Assemblée, largement conservatrice, s'opposera également à une autre proposition de loi du gouvernement, le retour au suffrage universel masculin, aboli par l'Assemblée en 1850. Louis-Napoléon en attendait un soutien populaire des ouvriers et des artisans. Depuis le début de l'année 1851, tout le monde parlait de coup d'État. Mais on en parlait sans trop savoir qui porterait le premier coup, à quel moment et au profit de quel parti. Après le rejet de la révision, la certitude qu'une épreuve de force était imminente et que l'initiative viendrait de l'Élysée s'imposa dans le public. On s'étonna même qu'un coup d'État n'eût pas lieu dans le courant de l'été, à la faveur des vacances parlementaires. Mais jusqu'ici, Louis-Napoléon avait toujours repoussé les projets de ses fidèles et avait toujours refusé de franchir le pas. Alors sans doute les échecs de ses tentatives de coup d'État, à Strasbourg et à Boulogne, avaient laissé en lui des traces profondes. Aussi, au risque encouru à l'occasion d'un putsch militaire, avait-il préféré la voie de la conquête légale du pouvoir. La possibilité de proroger son mandat lui étant refusée, le coup d'État lui parut inévitable. C'est ce qu'il déclara à Morny lorsque, revenant une nouvelle fois à la charge après le vote du 21 juillet, son demi-frère lui exposa qu'il n'y avait pas d'autre issue à la crise. « Je suis de votre avis, lui dit-il, j'y songe sérieusement. » La décision d'organiser un coup d'État fut prise par Louis-Napoléon, en fait en septembre. La date de l'opération fut d'abord fixée au 20 novembre, puis au 25 novembre, et finalement au 2 décembre. Alors ne furent surpris que ceux qui n'avaient pas voulu voir les nombreux signes annonciateurs de l'événement. Dans le monde politique, l'imminence du putsch était même devenue objet de plaisanterie. On raconte qu'un député monarchiste avait répondu à Persigny c'est un proche de Louis-Napoléon, « Dites-nous quand nous serons mis à la porte pour que nous puissions retenir nos places à la diligence qui nous ramènera dans nos départements. » En choisissant de renverser le régime instauré par la Constitution de 1848 et de résoudre à son profit le conflit opposant les deux pouvoirs, Louis-Napoléon a pris la responsabilité d'être le fossoyeur de la République. L'histoire lui en tiendra durablement et légitimement rigueur, en oubliant peut-être un peu vite que la majorité royaliste de l'Assemblée avait elle-même songé à plusieurs reprises à utiliser l'armée pour se débarrasser du prince et pour lui donner un successeur en la personne d'un militaire prestigieux susceptible de hâter la restauration des Orléans ou des Bourbons, bref, de hâter le retour d'un pouvoir monarchique. Entre les partisans de l'Empire et ceux de la monarchie constitutionnelle,
Une course de vitesse s'est donc engagée. Et dans cette course, eh bien, ce fut Louis-Napoléon qui se montra le plus rapide et le plus habile à exploiter le mécontentement des masses. Dans l'ombre, le duc de Morny, demi-frère de Bonaparte, est à la manœuvre. Un nouveau gouvernement aux ordres est formé le 27 octobre. Les postes clés sont confiés à des hommes sûrs. Le général Saint-Arnaud, nouveau ministre de la guerre, doit s'assurer du soutien de l'armée. Maupas est nommé préfet de police de Paris. Et le général Magnan commande les troupes parisiennes. Le conflit est donc ouvert entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il ne reste plus à Louis-Napoléon qu'à prendre la chambre de vitesse avant d'être destitué. Ce sera l'opération Rubicon, en référence à l'entrée en armes de Jules César dans Rome en -49 avant Jésus-Christ. La date est fixée, ce sera donc le 2 décembre, date emblématique du parti bonapartiste. La veille au soir, le duc de Morny s'est appliqué à donner le change en s'affichant impassible, comme si rien ne se préparait à un spectacle à l'opéra-comique, avant de se rendre à l'Élysée pour retrouver Louis-Napoléon. Alors, le mardi de décembre matin, les Parisiens découvrent 2 proclamations placardées sur leurs murs. La première s'adresse à la population, annonçant la dissolution de l'Assemblée et la tenue d'un plébiscite. La seconde s'adresse à l'armée, fixant les modalités de vote des militaires, une première en France. Très vite, l'armée occupe le Palais Bourbon, où siège ordinairement l'Assemblée, et les points stratégiques de la capitale, avec plus de 60 000 hommes. La police est également mobilisée pour arrêter les principaux opposants, des royalistes ou des républicains. Ainsi, 78 personnalités, dont 16 parlementaires, sont interpellées au petit matin sous l'accusation de complot contre la sûreté de l'État. Tandis que la police procédait à ces arrestations, des soldats acquis au putsch investissaient le Palais Bourbon entre 5h et 6h du matin, empruntant une porte de service de la rue de l'Université. 200 parlementaires du Parti de l'Ordre, des députés monarchistes, réunis dans la mairie du 10e arrondissement, décrètent la déchéance du président de la République. Mais c'est une annonce qui restera sans effet. Le peuple de Paris reste chez lui, sans soutenir une assemblée conservatrice et royaliste, cette assemblée qui lui avait ôté, 1 an plus tôt, le droit de voter. Alors que ce droit avait été si chèrement acquis sur les barricades de l'année 1848. Le parti républicain, néanmoins, se mobilise derrière des députés comme Victor Hugo et Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, c'est l'homme de l'abolition de l'esclavage. Et appelle le peuple de Paris à prendre les armes pour défendre la République. Quelques barricades commencent à s'édifier au faubourg Saint-Antoine et dans les quartiers du centre de Paris. Mais ils sont finalement peu nombreux le lendemain sur les barricades, pas plus de 2000 personnes, en comptant les femmes et les enfants. Sur l'une des barricades tombe l'une des toutes premières victimes du 2 décembre, le célèbre député Baudin. Un ouvrier qui s'exclamait « Nous n'avons pas envie de nous sacrifier pour les 25 francs », faisant référence au montant de l'indemnité parlementaire, l'élu, le député donc Baudin, aurait répondu « Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs par jour ». La réplique est vraisemblablement apocryphe, et l'événement lui-même n'a guère enflammé les esprits, au-delà du très groupusculaire comité de résistance qui, entre 2 proclamations tonitruantes, vote le transfert des restes du défunt député Baudin au Panthéon. Pourtant, la mort de Baudin et les paroles prêtées à ce représentant du peuple, tué sur une barricade, ne tarderont pas à nourrir la légende républicaine. Alors, face à ce qui n'est encore qu'un embryon de soulèvement, le général Saint-Arnaud décide d'appliquer sans mollesse le décret d'état de siège. Il fait placarder un avertissement indiquant que tout individu pris construisant ou défendant une barricade ou les armes à la main sera fusillé. La journée du 4 décembre est décisive. Durant la nuit, une trentaine de milliers de soldats
prennent position autour des zones tenues par les insurgés. On ne compte toujours que quelques dizaines de barricades, édifiées principalement dans l'espace compris entre les grands boulevards et la Seine, c'est-à-dire à l'époque rue Rambuteau, rue Greneta, rue Saint-Martin et rue Saint-Denis, ainsi que sur la rive gauche, donc dans le coin du Luxembourg et de la montagne Sainte-Geneviève. L'armée progresse rapidement et paraît devoir l'emporter sans trop de dégâts pour l'un et l'autre camp, lorsque l'action bascule brusquement dans le drame. Entre 2 et 3 heures de l'après-midi, sur les boulevards Montmartre et Poissonnière, pressés par une foule où se mêlent manifestants et paisibles promeneurs, des soldats, les soldats de la division Camp Robert, ouvrent le feu sans avoir reçu l'ordre, au prétexte de tirs isolés provenant de maisons voisines. Après 10 minutes d'une fusillade nourrie, on relève au moins 100 morts, dont plusieurs femmes et des enfants, ainsi que des centaines de blessés. Alors, le souvenir des événements qui ont suivi, en février 1848, la fusillade du boulevard des Capucines était encore très vif dans les esprits. Et au soir du 4 décembre, on a donc envisagé, dans l'entourage du prince président, de devoir affronter un soulèvement général. Dans ce cas, Louis-Napoléon avait prévu de se réfugier aux Tuileries, transformé en camp retranché, et de résister avec toutes les troupes disponibles. Or, il n'y eut pas à recourir à ce scénario catastrophe. Le déploiement spectaculaire des unités mises en place par le général Saint-Arnaud, leur efficacité dans l'élimination des barricades dans les quartiers du centre, puis aussi la crainte résultant de la violence déployée par la division Camp Robert sur les grands boulevards, les exécutions sommaires aussi, firent que l'insurrection se résorba aussi vite qu'elle avait commencé. Donc, l'armée n'eut aucun mal à conserver le contrôle de Paris. Parmi les morts de décembre, entre 300 et 400 personnes, donc, contre une trentaine de tués et moins de 200 blessés du côté de l'armée, les 2 tiers étaient des ouvriers. Et là, il faut dire qu'il n'y a rien de comparable avec les 5000 morts de juin 1848, d'autant que les victimes du coup d'État étaient pour une bonne part donc d'innocents curieux, dont le seul tort avait été de se trouver sur les boulevards lors du passage des soldats. En fait, dans son ensemble, le monde du travail ne s'est pas mêlé au combat. Nombre de ses représentants, ouvriers, mais aussi artisans, boutiquiers, domestiques, gens des petits métiers parisiens, avaient accueilli en fait favorablement l'annonce par le prince-président du rétablissement du suffrage universel. Et c'est à bien des égards cette abstention des classes populaires dans le règlement de compte en fait, entre le président et l'Assemblée qui explique, in fine, le succès de Louis-Napoléon. Une véritable alliance tactique s'est insinuée aux dépens des républicains entre Louis-Napoléon et les classes populaires, parfaitement à l'aise en fait, dans cette manipulation des masses. Mais il faut dire que Louis-Napoléon n'a pas seulement remporté une victoire par défaut. Si les humbles ne se sont pas levés en masse pour défendre la République, c'est aussi parce qu'ils ont pris pour argent comptant quelques promesses démagogiques que Louis-Napoléon avait fait miroiter. Depuis 1848, en effet, la propagande bonapartiste avait su exploiter l'image d'un Louis-Napoléon socialiste, tel que le reflète par exemple ce couplet de l'époque véhiculé par quelques chanteurs de rue, que je vous cite ici. « Comment douter de son libéralisme quand, pour charmer l'ennui de sa prison, il composait son fameux paupérisme, du prolétaire il connaît la souffrance, lui seul peut en alléger le tourment. » Fin de citation, fin de la chanson. Tout ça pour dire que l'armée n'a donc aucun mal à conserver le contrôle de Paris, au prix néanmoins de la mort de plus de 200 victimes de la répression. Le 4 décembre, à Paris, tout est terminé, retour au calme. Le sursaut républicain viendra, pour une fois, de la province, les jours suivants, le temps que les nouvelles du coup d'État arrivent dans les préfectures et dans les sous-préfectures. Et c'est principalement du sud-est et du sud-ouest de la France que viendra ce sursaut. Mais que peuvent faire quelques milliers de paysans, ni formés au combat, ni équipés, contre les détachements militaires,
chargé de rétablir l'ordre à tout prix. Louis-Napoléon décrète l'état de siège dans 32 départements. L'armée brisera les dernières résistances. Le parti républicain sera décapité. Beaucoup d'insurgés seront immédiatement fusillés sans procès. Plus de 26 000 personnes seront arrêtées, 15 000 condamnées, dont 9 530 seront déportés en Algérie, 2 800 seront internés, 239 connaîtront le bagne de Guyane et 66 députés seront proscrits. La brutalité et l'arbitraire des décisions prises par les commissions mixtes surprirent, semble-t-il, le principal acteur du coup d'État, Louis-Napoléon, et en tout cas, et donc aussi son premier bénéficiaire, lui-même. Louis-Napoléon n'était en effet ni un cynique comme le duc de Morny, ni un sabreur sans remords comme le général Saint-Arnaud. Et il n'avait pas complètement oublié que 20 ans auparavant, il avait combattu avec son frère, aux côtés des soldats de la liberté dans la future Italie. Alors certes, le bannissement, les tentatives avortées de coups de force, les années passées en forteresse à Ham, l'avaient endurci et accoutumé à l'idée que, malheureusement, le cheminement de l'histoire ne se fait pas sans heurts. Il n'en avait pas moins été choqué par le zèle excessif de ses lieutenants dans la répression de la résistance parisienne. Et à propos de la répression des fusillades, alors oui, à propos de la répression des fusillades, tout le monde connaît de Victor Hugo son recueil de poèmes satiriques Les Châtiments, son essai Histoire d'un crime, et son poème La nuit du 4. Mais beaucoup de choses, il faut dire que beaucoup de choses racontées par Victor Hugo ne sont qu'affabulation et volonté de diabolisation dans le récit que Victor Hugo fait des fusillades dans Paris. De l'image manichéenne que donnera du 2 décembre l'auteur de l'Histoire d'un crime, on retiendra surtout que l'outrance et la mauvaise foi ne furent pas seulement du côté des vainqueurs. Parce que non seulement Louis-Napoléon n'a pas ordonné le massacre, mais il a incontestablement été dépassé par l'événement et affecté par le bilan humain d'un succès payé au prix fort. Louis-Napoléon va se montrer sincèrement affecté, même désespéré, par les conséquences humaines du coup d'État. Qu'il ait été dépassé par le développement des événements et par leurs conséquences, c'est plus qu'évident. Il a en fait eu des exécutants malhabiles ou trop zélés. À Paris, la répression armée a été en fait disproportionnée par rapport aux risques encourus par les putschistes. En province, ce fut principalement sur le plan judiciaire que s'exerça, sous la pression du parti de la peur, l'élimination plus ou moins prolongée des défenseurs de la République. Dans les deux cas, le prince-président Louis-Napoléon subit plus qu'il ne dirigea l'action de ses partisans, complices sans scrupules et sans pitié, ou notables effrayés par la menace d'une révolution sociale. C'est ainsi que Napoléon III s'en excusera auprès de George Sand, lorsque celle-ci, venue solliciter en janvier 1853 la clémence de l'empereur pour quelques-uns de ses amis, se verra répondre « Ah, c'est vrai, mais ce n'est pas moi. Demandez tout ce que vous voudrez, pour qui vous voudrez. » Fin de citation de Napoléon III. Alors, on ne pouvait évidemment ressusciter les morts de décembre. On pouvait en revanche tenter d'atténuer les effets de la répression judiciaire. C'est dans ce but que le prince-président, Louis-Napoléon, décida de créer une commission destinée à donner son avis sur les mesures de clémence qui seraient sollicitées en faveur des insurgés. Puis de dépêcher en province 3 conseillers d'État avec mission d'assouplir les peines et de préparer des mesures de grâce. Et donc, le plébiscite pourra se dérouler dans le calme les 21 et 22 décembre. Ce plébiscite donnera au putschiste Louis-Napoléon près de 7,5 millions de voix. En face, il y aura seulement 640 000 voix contre. Bon, alors, il faut dire ici que souvent, seuls les bulletins oui étaient disponibles dans les bureaux de vote. Alors, il fallait néanmoins faire vite, profiter du courant de sympathie pour les uns, d'indifférence pour les autres, qui avaient suivi la victoire des putschistes, et exploiter au maximum la hantise du spectre rouge et le thème du sauveur de la nation. La propagande bonapartiste ne se priva pas de le faire, appuyée par l'administration. Les préfets menacèrent de révocation les fonctionnaires qui ne feraient pas campagne
pour le prince-président, et la propagande bonapartiste fut aussi appuyée par le clergé catholique. Bref, les 3/4 des inscrits avaient manifesté leur assentiment au régime issu du coup d'État. Louis-Napoléon pouvait se déclarer satisfait. Plus de 7 millions de suffrages, déclara-t-il dans son discours du 31 décembre, venaient de l'absoudre en justifiant un acte qui n'avait d'autre but que d'épargner à la patrie et à l'Europe peut-être des années de troubles et de malheurs, déclara-t-il à ce moment-là. La fiction du maintien d'un régime républicain ne durera qu'un an. Le prince-président proclamera l'Empire, le second, un an plus tard, le 2 décembre 1852. Place à l'ordre, ce qui finalement n'est pas pour déplaire à une majorité des Français de l'époque, qui ont baissé la tête et qui se sentent un peu honteux et humiliés, mais au fond sont soulagés. Et voici comment un président de la République en exercice décidait de conserver le pouvoir à la fin de son mandat.